Yesu alobaki na mikolo ekoya Boko moyo basa kuli mingi alokutaye Bakoya koteya sena kombo na Yesu Anana zambe bondi mabanguta. Monsieur Rouberois, vous êtes quelqu'un de très intelligent. On dit de vous que vous êtes très influent, alors que d'autres reprochent à ce dialogue une manœuvre du président de la République de prolonger son mandat. Exact. J'étais en train d'en venir, justement. Ouais. J'en appelle de tous mes voeux. Je suis demandeur et je le soutiens. La seule élection qui énerve la Constitution, si elle n'est pas tenue à temps, c'est l'élection présidentielle. Je ne suis pas lâche et je n'ai peur de rien. Si nous ne voulons pas du dialogue maintenant, je ne suis pas un prophète, mais je peux le prédire. Il peut arriver un moment où ça sera trop tard. Vous connaissez le président Joseph Kabila parce que vous avez travaillé avec lui. Ouais. Le connaissant, est-ce que vous pensez qu'il risque d'agir comme le président Nkurunziza? Est-ce que vous avez regardé le match entre la RDC et le Rwanda? Quel a été votre sentiment après la victoire des Léopards? Mais c'est à la fois un mensonge et une ignorance pitoyable. Et ce genre d'opinion extrémiste aimerait voir un Hutu rwandais être appelé Congolais, être accepté parce qu'il a un faciès bantou. Nous sommes fiers d'être Congolais, de Tutsi, Congolais, et nous assumons. Et si le Rwanda nous a soutenus, vous avez entendu Jean-Pierre Bemba condamner l'Ouganda qui les soutenait. Mais de là, on peut dire que vous êtes aujourd'hui responsable de tout ce qui se passe à l'est du pays parce que c'est vous qui étiez le déclencheur de ces mouvements. Qu'est-ce qui se passe là? Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Merci de nous suivre encore aujourd'hui dans cette interview spéciale où nous avons un invité spécial. Il s'agit donc de Monsieur Azarias Rouberois. Monsieur Azarias Rouberois, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été le vice-président de la République démocratique du Congo entre 2003 et 2006. Candidat malheureux aux élections de 2006, vous êtes président du parti politique Rassemblement congolais pour la démocratie. Et vous êtes aujourd'hui ici à Washington pour le National Prayer Breakfast. Pouvez-vous nous dire exactement ce que c'est et pourquoi votre présence dans ce rassemblement? Voilà, je vous remercie de me recevoir dans votre studio. C'est un plaisir de retrouver un journaliste congolais qui a décidé de s'installer à Washington. Ça procède du rayonnement du pays et de la nation entière. Puissent beaucoup d'autres jeunes suivre votre exemple et capitaliser leur séjour à l'étranger. Voilà, je viens à Washington au petit déjeuner national de prière depuis 2001. La première fois que j'ai participé à cette rencontre, c'était en 2001, au mois de février comme toujours. C'est une rencontre qui réunit des leaders politiques, mais aussi économiques et sociaux du monde. Vous avez plus de 160 pays qui sont représentés. Vous avez, si vous voulez, une réunion qui est organisée par les membres du Congrès et du Sénat américain. Ça fait 64 ans. Aujourd'hui, c'était la 64e réunion depuis Eisenhower. Il a plu au leadership ici de concevoir ce type de rencontres qui, si vous voulez, permet aux leaders de réaliser leurs limites, qui qu'ils soient, aussi puissants sont-ils. Du reste, chaque président américain, depuis 64 ans, a participé à cette rencontre, qu'il soit démocrate ou républicain. Et ce matin, nous avons suivi Obama prononcer son dernier discours dans ce cadre parce que c'est sa dernière réunion de petit déjeuner de prière depuis qu'il a commencé. Et donc, les leaders reconnaissent leurs limites. Ils reconnaissent qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses, qui peut donner la puissance, la direction, la sagesse. Et ça inspire, si vous voulez, et ça transcende les religions. Vous y trouvez aussi bien les chrétiens que les bouddhistes, les musulmans et peut-être même d'autres religions.
Mais tout tourne autour de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est question de prendre Jésus pour modèle de leadership dans son humilité, dans son courage, dans son amour vis-à-vis de l'ennemi, vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas comme nous. Et depuis 2004, ça va peut-être vous surprendre si vous ne savez pas, nous avons commencé ce genre de réunion. Il y a ce qu'on appelle les small groups, les petits groupes de pétitions de prière. Aujourd'hui à Kinshasa, nous en comptons 5. L'un qui s'est réuni au Palais du Peuple, au restaurant qui est au Palais du Peuple, qui réunit les députés et les sénateurs. L'autre dans un restaurant pour les membres du gouvernement, essentiellement les anciens membres du gouvernement, mais aussi les nouveaux qui adhèrent. Le troisième petit groupe à Kinshasa est constitué de membres du monde judiciaire, les juges à la Cour suprême de justice ou des avocats ou d'autres. Le quatrième fait des hommes d'affaires. Et le cinquième, qui est tout à fait nouveau, il est constitué de médecins, des privés médecins qui travaillent pour leur compte, pour l'État. Et nous allons continuer à en avoir des petits groupes comme ça à travers le pays. Et une fois l'an, et le mois de novembre l'année passée, c'était le 10e anniversaire, nous organisons National Prayer Breakfast version congolaise. D'accord. Et nous recevons beaucoup de personnes. Ça a été une bonne expérience. J'ai vu personnellement des personnes changer et de caractère et de vision du monde, devenir intègres alors qu'ils étaient corrompus avant, devenir des personnes aimant les prochains alors qu'ils étaient haineux avant ou extrémistes, devenir, si vous voulez, fédérateur autour de Jésus-Christ de Nazareth. Et je pense que le Congo, l'Afrique et le monde en ont besoin plus que jamais aujourd'hui encore. Monsieur Rouberois, vous êtes quelqu'un de très intelligent. On dit de vous que vous êtes très influent, mais pourtant vous ne parlez pas beaucoup. Pourquoi vous ne vous exprimez pas trop sur des sujets d'actualité ? Bien voilà, je me suis beaucoup exprimé sur les sujets d'actualité lorsque j'étais en fonction comme vice-président de la République. J'avais la commission la plus active pendant la transition, c'était la commission politique, défense et sécurité. On avait affaire à la réunification du pays, à la réunification de l'armée, à la réunification de la police, à la réunification des provinces, de la DGM, de services de sécurité. J'avais dans mon portefeuille 9 ministères les plus parlants, donc l'intérieur, la justice, la défense, les affaires étrangères, les droits de l'homme, les affaires humanitaires, l'information, que sais-je encore, genre les familles. Et donc j'étais évidemment, de par la fonction, tenu de jouer le rôle du leadership en communiquant par rapport à tout ce que je faisais. Ce qui vous donne une position d'intervenir souvent ou de vous exprimer souvent quand il y a des problèmes. Mais lorsque je cessais d'être vice-président de la République, je suis redevenu un homme ordinaire. Je suis un simple avocat, j'ai repris ma toge, j'ai un avocat avec des bureaux à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma. Mon cabinet continue à s'étendre. Nous avons des avocats qui travaillent avec nous. Alors, je fais bien la différence entre la vie publique et la vie privée. Maintenant, lorsqu'il est vraiment question de nous exprimer sur des grandes questions de la nation, notamment par rapport à la vision, et lorsque la situation semble se bloquer, nous prenons le plaisir de nous exprimer. Mais du coup, vous ne voyez pas Tony Blair ou je ne sais pas moi qui, Bill Clinton ou Bush s'exprimer comme il s'exprimait. C'est ça la différence dans notre pays. Donc à un moment donné, on doit savoir laisser ceux qui sont aux affaires s'exprimer. Nous n'avons pas renoncé à être aux affaires. Les moments venus reviendront, mais être capable de garder silence et d'observer comment les autres dirigent au moment où nous ne dirigeons pas. L'actualité de notre pays, justement, est marquée par les dialogues convoqués par le chef de l'État et aussi par les élections qui doivent se tenir d'ici le 19 décembre de cette année. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Très clair. Mon point de vue, j'ai l'avantage de m'exprimer aussi clairement quand je m'exprime. Donc, nous sommes à la croisée des chemins.
On n'a pas pensé qu'on serait encore devant une telle situation. Mais l'histoire est en quelque sorte têtue et nous amène à réaliser que les solutions humaines ont des limites. En 2006, lorsque nous avons adopté la Constitution par référendum, nous étions loin de nous imaginer que dans le futur, nous aurons un problème du genre. Ça veut dire quoi? Vous le dites si bien, les élections doivent se tenir cette année, mais Dieu seul sait s'ils vont se tenir ou pas. Nous sommes en présence de plusieurs possibilités, raison pour laquelle il y a cette idée de dialogue sur la table. Faisons une pause sur le dialogue. Est-ce qu'on peut dire, on sait que vous soutenez les dialogues. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous le soutenez alors que d'autres reprochent à ce dialogue une manœuvre du président de la République de prolonger son mandat? Exact. J'étais en train d'en venir justement. Ouais. Aujourd'hui, la Constitution, qui est l'une des constitutions les plus démocratiques qui puisse être, et je le dis parce que j'y ai contribué, il y a mes idées, il y a mes phrases, et celles de mon parti. Donc, je reconnais son contenu, c'est une très bonne constitution. Théoriquement Théoriquement, justement, parce que l'une des réformes que nous avions inspirées comme Rassemblement congolais pour la démocratie, c'est les 40% qui devaient rester en province. C'est l'idée à 100% du RCD. Et mon regret, c'est qu'on n'a jamais appliqué pour ça. Et pourtant, on ne peut pas développer le Congo autrement. Donc si tous les fonds continuent à venir à Kinshasa pour repartir en province, ça ne marchera pas. Ces 15-20% irréguliers du reste ne vont pas développer le pays. Et pourtant, la conception de la constitution actuelle, en termes de prospérité du pays, c'était que le pays devait, si vous voulez, s'auto-développer à partir de 40% qui devaient rester en province et non venir envoyer à Kinshasa et puis y venir par la suite. Mais revenons sur la question politique. Les élections sont censées se tenir au courant de cette année. Déjà l'année passée, nous avons eu un calendrier de la CENI qui alignait cette élection en une année. C'était un calendrier impossible à tenir. Le drame, c'est qu'une année après, on n'a même pas réussi à organiser une seule élection, même pas celle de gouverneur de province, qui elle ne devait coûter que 2 millions de dollars. Le gouvernement a dit qu'il n'y avait pas d'argent. La Cour suprême a laissé passer une brèche. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a vraiment pas d'argent ou il y a une mauvaise volonté derrière? Qui a permis de nommer des commissaires spéciaux, oui. Un concept qui n'est pas constitutionnel. Donc, mais le prétexte qui a été pris, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et l'argent, c'était combien? C'était des millions de dollars. Donc c'est une mauvaise foi. Vous savez les avoir dans un magasin à Kinshasa. Bref. Alors, nous nous trouvons donc au mois de février avec ce calendrier non encore entamé, y compris pour la toute petite élection, la moins coûteuse, je veux dire, de 2 millions de dollars de gouverneur. Et vous me dites, on aura des élections au mois de novembre, s'entend les élections présidentielles. J'en appelle de tous mes voeux. Je suis demandeur et je le soutiens. Seulement voilà, lorsque vous approchez le pouvoir vous dit il n'y a pas d'argent. Alors que chaque année, il y a un budget, si vous voulez, une rubrique budgétaire, élection, depuis 2, 3, 4 ans. Où est passé cet argent? Mais sans argent, on ne va pas organiser les élections. Et l'instrument qui doit le générer, et le produire et le présenter, c'est le gouvernement. Lorsque vous parlez avec la CENI qui est sous l'influence, bien sûr, du gouvernement, ce n'est pas un secret pour personne, elle va vous dire, oui, nous avons hérité d'une situation catastrophique. Il faut, ce qui fut d'ailleurs une demande de l'opposition aussi, recenser les jeunes, enrôler les jeunes. La MONUSCO les estime à 6 millions de personnes et le nombre de mois pour enrôler les jeunes, les mineurs devenus majeurs depuis 2011, c'est 4 mois.
quand vous parlez avec le pouvoir, il est très bien informé. Il vous dit, un expert de l'OIF, donc la francophonie, a fait l'analyse du fichier électoral. Il a trouvé corrompu. Et conséquence, il faut le refaire. Combien ça coûte? Plus d'une année. Alors, c'est pour ça que dans vos déclarations, excusez-moi, vous parlez du report de certaines élections. Est-ce que vous faites allusion au présidentiel? Pas du tout. J'ai vu une déclaration que vous avez faite sur Radio Kapi. Mais vous ne parlez pas de toute ma phrase. J'ai dit le report des élections qui n'énervent pas la Constitution. La seule élection qui énerve la Constitution, si elle n'est pas tenue à temps, c'est l'élection présidentielle. Donc, on analyse l'idée du dialogue. Au mois de juin, le président, de l'année passée déjà, le président Kabila a dit venez au dialogue. En fait, ce n'était pas son idée. L'idée est d'Étienne Tshisekedi, qui n'a pas voulu aller aux concertations, en disant l'accord d'Addis Abeba prévoit un dialogue. Tenez-en. On ne l'a pas suivi. Et plus tard, on l'a suivi. Alors, lorsque le président appelle au dialogue, l'UDPS, naturellement, qui était le demandeur du dialogue avec un facilitateur extérieur, ne pouvait pas dire non. Il a dit oui. Ces évolutions de point de vue en dents de scie, je ne vais pas entrer dedans. Mais je parle du principe des grandes idées. Alors, comme parti de l'opposition, depuis 9 ans, nous ne sommes pas au pouvoir, nous n'avons pas dirigé, nous n'avons pas de comptes à rendre à la population pour les 9 ans, nous nous sommes dit, ça c'est une bonne idée. Le calendrier qui est sorti, c'est un calendrier irréaliste, tout le monde l'a dit. Mais aussi la tentative d'influencer la loi électorale par un alinéa qui voulait que l'élection présidentielle se tienne après le recensement. C'est une tentative qui n'a pas réussi parce que le Sénat a fait sortir l'alinéa ou le Parlement pour tout dire. Et donc, parce qu'on ne sait pas faire autrement que de communiquer, il faut aller à ce dialogue. Nous avons tendu la main. Une partie de l'opposition n'a pas voulu jusqu'aujourd'hui. Une autre partie de l'opposition en veut, donc le dialogue. Maintenant, pour la partie, je me permets de parler pour les opposants qui sont d'accord pour le dialogue, et c'est la réponse à votre question. Voici dont vous faites partie? Absolument. La première chose, c'est que le dialogue, c'est une vertu. Je vous ai dit que je suis venu ici au petit déjeuner de prière. Si on avait demandé à Jésus s'il faut un dialogue pour régler le problème qui se pose dans le pays, Jésus aurait dit oui. Or, je suis son disciple. Il a dialogué avec la femme samaritaine. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas, comme les autres, qu'il y a une idée derrière le président de la République de continuer? J'y crois, absolument. Et pourquoi vous voulez y aller, même si vous y croyez? Aller pour dire ce que je ne peux que dire dans un dialogue. Je ne suis pas lâche et je n'ai peur de rien. Je veux donc être dans un dialogue organisé sur des questions politiques et éviter une situation comme celle du Burundi. Aujourd'hui, le président Nkurunziza a organisé une élection, la 3e. C'est le monde qui court derrière lui en disant, à cause de tous ces assassinats au jour le jour, Monsieur le Président organise, il est président du 3e mandat et on le supplie pour faire le dialogue. Je ne veux pas, pour mon pays, en arriver là. Une situation où vous aurez, comment dirais-je, des morts d'hommes, et puis alors courir pour venir trouver des solutions politiques. Justement, parce qu'il faut anticiper. Vous parlez souvent du Burundi. Où se trouve le parallélisme entre ce qui se passe au Congo et ce qui se passe au Burundi? Le parallélisme est simple. Pour une certaine opinion burundaise, et pour la constitution burundaise, le président avait droit à 2 mandats. Il a fait 2 mandats. Pour l'autre opinion, qui est l'opinion du président, le 2e mandat ou le 1er mandat ne devait pas compter à cause de l'accord d'Arusha ou d'ailleurs.
Et donc, il a saisi la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a dit non, vous avez encore droit à un mandat. Il est allé aux élections alors que toute la pression internationale et nationale, je dirais, s'y opposait. Et il a été élu. Et aujourd'hui, il est président dans un troisième mandat en réalité. Alors, le président burundais n'a pas voulu du dialogue avant pour discuter de la question de qu'est-ce que le pays devient, pourquoi il veut un autre mandat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est demandé du dialogue. Il est au pouvoir. C'est le monde entier, l'Union africaine, les Nations Unies qui lui demandent. Le Conseil de sécurité vient du Burundi. La semaine passée, il y avait une réunion, cette semaine d'ailleurs, de l'Union africaine sur le Burundi. Il refuse le déploiement de 5000 casques bleus, en quelque sorte, enfin les militaires, les soldats de l'Union africaine. Donc, si nous ne voulons pas du dialogue maintenant, je ne suis pas un prophète, mais je peux le prédire, il peut arriver un moment où ça sera trop tard. Nous serons en train de supplier pour qu'il y ait un dialogue. Mais laissez-moi donner un autre argument. Avant de donner votre argument, vous connaissez le président Joseph Kabila parce que vous avez travaillé avec lui. Oui. Le connaissant, est-ce que vous pensez qu'il risque d'agir comme le président Nkurunziza? Bon, écoutez, regardez la région. Nous avons Brazzaville en face. Diplomatiquement, je ne suis pas censé parler de tous ces autres pays. Mais quand vous voyez le Congo-Brazza, l'Angola, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, un peu plus haut le Tchad, pour ne pas parler de la République centrafricaine, à part la Zambie et la Tanzanie, mais tous ces pays voisins, mais ils ont changé de constitution, ils ont changé de mandat. Donc, je ne connais pas les intentions du président Kabila. Il ne m'a pas dit qu'il va changer la constitution. Du reste, il dit qu'il ne va pas changer la constitution. Mais il ne le dit pas clairement. Enfin, il dit qu'il ne va pas changer la constitution. Mais le drame de ceux qui refusent le dialogue, c'est quoi? Je vous l'ai dit, après mon analyse en âme et conscience, analyse politique, il joue le jeu du pouvoir. Parce que si le dialogue avait lieu au mois de juin, lorsque c'était début juin, le 1er ou le 2 juin, qu'en juillet, on aurait fini, on aurait tous les instruments nécessaires d'exiger au moins une élection, et c'est la présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes en février de l'année suivante, et bientôt ça sera mars. Vous donnez, vous qui refusez le dialogue, les bonnes raisons, les bons prétextes. Le président Kabila va dire, mais tiens, mais il va être le mois d'avril. Et avec ce que la CENI nous dit, qui peut oser, et les experts vont vous dire, non, attends, le temps de commander, pourquoi? Parce que vous avez refusé le dialogue. Donc, voici comment se présente schématiquement l'avenir immédiat de la RDC. Vous avez deux thèses opposées. La thèse du pouvoir, qui probablement, selon l'opposition radicale, veut aller au dialogue, utiliser le dialogue pour pérenniser le pouvoir au-delà du mois de novembre, avoir une année, 2 ans, 3 ans, et peut-être là-dedans changer la constitution. Ça, c'est l'opposition radicale qui le dit. Et si le pouvoir le fait, c'est un schéma assez condamnable, parce qu'il viole la constitution et nous amène dans l'inconnu. Mais voici ce que dit le pouvoir contre l'opposition radicale. Ils attendent le mois d'avril, de novembre. Ils ne vont même pas attendre le mois de novembre du reste. Ils se syndiquent comme groupe. Ils vont utiliser la force, ils vont utiliser la rue, ils vont créer le chaos pour accéder au pouvoir par la force et par la rue. Je refuse les deux chemins. C'est que les uns disent des autres. Si c'est vrai, alors nous sommes devant un chemin chaotique. Ce qu'il faut, c'est la grandeur. Et la grandeur passe par le dialogue. Non pas le dialogue aux fins du pouvoir, mais le dialogue au sens rationnel, au sens d'amour de la patrie. Si nous pouvons nous retrouver et dire, nous vous faisons le procès, vous le gouvernement, pourquoi on en est là? Pourquoi on n'a jamais organisé d'élection autant de temps?
Et pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de budget suffisant? Pourquoi vous dites que la CENI nous fait ce rapport chaotique, techniquement parlant? Au fond, est-ce que c'est la CENI, c'est technique, ou c'est la volonté politique? Nous devons faire un procès au pouvoir, au dialogue. Mais en même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en dehors du dialogue. Sinon, je reviens au schéma du Burundi. Lorsque le mois de novembre va arriver, parce qu'il arrivera, c'est un mois qui est sur le calendrier, donc après février c'est mars, après mars c'est avril, et le mois d'avril de novembre viendra. S'il n'y a pas élection, vous imaginez qu'est-ce qui va arriver si on n'aura pas prévenu à l'avance. Donc la vision du visionnaire politique leader nous permet de dévancer la situation et de dire, je n'ai pas une solution magique, mais je sais qu'il va se trouver un compromis et le point A du compromis, selon mon souhait, c'est de dire, nous aurons des élections cette année au mois de novembre. Maintenant, si d'aventure, il n'y a pas d'argent qui est donné à la CENI, il n'y aura pas d'élection. Si les jeunes ne sont pas recensés, il n'y aura pas d'élection. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui adviendrait? Nous devons affronter, aujourd'hui le président Obama a beaucoup parlé de ce passage de l'apôtre Paul à Timothée sur le fait que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. En effet, nous ne devons pas, par peur de l'avenir et de l'inconnu, ne pas oser parler. Okay. Qu'est-ce qui pourrait être le schéma, selon vous, s'il arrivait que les élections présidentielles ne soient pas organisées au mois de décembre? Je ne le souhaite pas du tout, mais c'est finalement dans le domaine du possible, comme humain. Ce qui adviendrait alors en ce moment-là, c'est de trouver... non, restons positifs. Travaillons pour qu'il y ait une élection et qu'elle ait lieu au mois de novembre. Si, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas, alors c'est le dialogue qui va réfléchir à ce sujet. D'accord. Nous allons évoluer un tout petit peu parce que oui, on va vous laisser partir parce que la diaspora vous regarde beaucoup, mais vous vous adressez très rarement à la diaspora. J'aimerais vous poser une question qui sera peut-être personnelle. Est-ce que vous avez regardé le match entre la RDC et le Rwanda? Quel a été votre sentiment après la victoire des Léopards? Bien sûr que j'étais très heureux de la victoire de notre équipe. J'étais dans l'avion. Aussitôt arrivé, le premier message que j'ai reçu, c'était la victoire des Léopards et j'en étais très très fier. Absolument. Les gens croiraient que vous auriez soutenu plutôt le Rwanda parce qu'on vous croit proche plutôt du Rwanda que du Congo. Ça, c'est une... comment dirais-je? Je pense que les gens se trompent beaucoup. Les gens se trompent beaucoup et le temps me manque. J'aurais bien voulu prendre autant de temps sur cette question que sur les autres. Les gens se trompent sur les personnes. Aimer le Congo procède du fait d'être congolais, d'aimer sa patrie, mais ne se lit pas sur les visages. Les questions de faciès n'ont absolument rien à voir avec l'amour de la patrie. Et Dieu seul sait combien de faciès il y a dans cette nation, l'Amérique. Mais lorsque un Américain, si vous voulez, quelle que soit sa race, y compris des Congolais devenus américains, lorsqu'ils s'engagent pour protéger la patrie américaine, ils le font avec autant de passion qu'un blanc, qu'un noir, qu'un asiatique américain. Donc, je ne sais pas d'où vient ce genre d'appréhension, mais j'ai entendu beaucoup de choses dans ce sens. C'est pour ça que j'aurais aimé vraiment dans cette émission que vous en parliez, surtout avec la diaspora. Et comment alors résoudre ce problème d'intégration des Tutsis congolais? En réalité, il n'y a pas... écoutez, vous voulez que je sois beaucoup plus clair? Oui. Il y a une poignée d'extrémistes qui pensent qu'il n'y a pas de Tutsis congolais. Mais c'est à la fois un mensonge et une ignorance pitoyable.
lorsque le Congo est devenu Congo, en 1885, interrogez Yerno, interrogez Weiss, interrogez tous ces grands auteurs, des ethnologues, des historiens et d'autres. Il y avait une composante de la communauté Tutsi dans ce qui est devenu par la suite la RDC. Alors, qu'un Bantou, parce qu'ils sont majoritaires, pense qu'un Tutsi, parce que Nilotique, parce que avec tel faciès, est moins congolais qu'un Bantou, mais c'est une ignorance qui fait pitié justement. Parce que vous avez des communautés bantoues voisins de la RDC. Et ce genre d'opinion extrémiste aimerait voir un Hutu rwandais être appelé Congolais, être accepté parce qu'il a un faciès bantou, plutôt qu'un Tutsi qui a souffert toutes les affres de la colonisation, de la dictature et des violations des droits de l'homme, comme l'autre Congolais, de tout le temps. Et ça fait mal quand ça vient du côté des intellectuels. Donc, je le réaffirme, je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'est pas demandeur par pitié d'être accepté, reconnu. Nous sommes fiers d'être Congolais, de Tutsi, Congolais, et nous assumons notre identité. Je n'ai pas envie de devenir ce que Dieu n'a pas voulu que je sois, et vice-versa. Donc je ne pense pas que quand je parle ou quand je marche, quand j'agis ou quand je dors, je sois complexé à l'idée d'être moins congolais qu'un bantou ou qu'un pygmée ou qu'un semi-bantou. Absolument pas. Donc je suis fier d'être le Congolais naturel de ce que je suis et un frère bantou. Nous avons la même nation, la même patrie, les mêmes obligations, les mêmes devoirs de transformer cette nation. Maintenant, le Rwanda, il y a des Tutsis, voilà encore une autre ignorance. Vous avez au Rwanda des Tutsis et des Hutus. Alors, vous pensez que les Hutus rwandais seraient moins rwandais que les Tutsis rwandais? C'est une aberration, par le faciès. Lorsque vous arrivez en Afrique de l'Ouest, vous trouvez des peuls qui ont le faciès nilotique et tout. Vous en avez au Sénégal, en Guinée et ailleurs. Alors, vous pensez qu'ils sont moins sénégalais parce qu'ils ressemblent à des Tutsis ou à des Nilotiques? Ça n'a pas de sens. Mais en même temps, dans les tribus congolaises dites Bantou, vous avez des gens qui ont le faciès Tutsi, j'en connais, j'ai des amis de Bandundu, de Bas-Congo, du Kasaï et que sais-je encore. Et quand vous les rencontrez, ne serait-ce que le journaliste Lusakweno, comment vous le trouvez? je lui pose la question plusieurs fois, mais toi, là, mais comment tout ça? Mais alors, Donc, il faut être décomplexé. Nous avons un très bon pays. La richesse de la RDC, la première sur la liste, ce n'est pas les minéraux, ce n'est pas la faune ou la flore, c'est la diversité. Et c'est ce qui fait la force des États-Unis ici, où nous sommes, où vous êtes. Et dans 5 ans, vous serez peut-être américain si vous ne l'êtes pas encore. Alors, et comment ne pas comprendre qu'à fortiori, on n'est pas devenu congolais par demande ou par pitié, encore je le dis. Non, c'est des questions de droit. Et il faut lire la Constitution pour le comprendre. C'est dommage que vous n'avez pas beaucoup de temps. On est vraiment obligé de vous laisser partir. C'était un sujet sur lequel vraiment ça a été un plaisir. Je reviendrai. Et quand je vais revenir, je vous chercherai si vous me donnez vos coordonnées. Et nous allons aller sur ce sujet et d'autres sujets. Je pense qu'il y a des sujets identitaires, c'est des sujets à la rigueur. Vous en avez en France, l'extrême droite qui les évoque. En fait, les gens vous ont très rarement vu condamner l'agression rwandaise, par exemple, sur le Congo. Vous êtes rarement prononcé sur ça, c'est ça aussi, des fois, les gens... Non, là, tu évoques un autre sujet. Ouais. Tu sais que j'étais dans le RCD, j'étais secrétaire général du RCD, j'en suis le président. J'étais avec qui au RCD?
J'étais avec Lunda Bululu, j'étais avec, il est du Katanga, j'étais avec Wamba Diawamba, il est du Bakongo, j'étais avec Kinkei, il est de Bandundu, j'étais avec Mende, on a négocié l'accord de Lusaka avec Mende. Vous savez qu'il était le porte-parole de la délégation du RCD. J'étais avec qui? Il est du Kassai. J'étais avec Tamo Mamba, qui était le chef de la délégation. J'étais avec qui? Avec Ndundo, qui est de l'Équateur. Alors, vous ne voyez pas tout ça. Et vous les avez vus dire quoi et quand pour le comparer à mes déclarations. Donc, nous avions, c'est l'histoire, nous assumons, il était important parce que nous avions vu que en 98, il y avait un système politique qui risquait de répéter celui de Mobutu sur les questions clés, notamment la démocratie, parce que le président Tshisekedi était renvoyé dans son village natal. J'étais aux affaires étrangères, j'ai vu et conduit l'envoyé spécial du président Bill Clinton, Jesse Jackson. J'étais là, j'ai suivi l'incident. Pourquoi? Parce qu'il avait vu Tshisekedi avant de voir l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Donc il y avait un amalgame, il y avait une sorte de retour, on ne voyait pas les élections arriver. Bien sûr qu'il y a eu des questions aussi des minorités dans l'ensemble, des questions de liberté et de démocratie. Et donc, lorsque le RCD se forme, il y a eu des alliés. Le MLC, vous en parlez moins, mais il y a eu des alliés. Et si le Rwanda nous a soutenus, vous avez entendu Jean-Pierre Bemba condamner l'Ouganda qui les soutenait? Et il est étranger pour n'avoir pas condamné l'Ouganda pour cette guerre-là. Mais de là, on peut dire que vous êtes aujourd'hui responsable de tout ce qui se passe à l'est du pays, parce que c'est vous qui étiez le déclencheur de ces mouvements. Qu'est-ce qui se passe là? Laisse qu'on en parle la fois prochaine. Préparez vos questions. D'accord. Je pense que les gens nous devons lire l'histoire correctement. Et l'histoire immédiate est souvent plus difficile à lire. Je vous donnerai mon point de vue à ce sujet. Je ne reconnais pas de responsabilité au-delà de celles que j'ai assumées. Elles sont gonflées aujourd'hui. La guerre, c'est la guerre. Donc, on ne peut pas dire que la guerre est sur le registre des choses idéales, sauf quand elle s'impose. Il n'y a pas longtemps, les évêques ont sorti l'article 64. L'opposition est sautée dessus. Mais c'était pour dire quoi? L'idée est venue de la conférence nationale souveraine. Lorsqu'un pouvoir veut s'installer de façon inappropriée, on peut utiliser la force. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, finalement, les choses ne sont pas aussi simples que vous le croyez. Laissez-moi partir. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On espère vous recevoir encore. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Yesu alobaki na mikolo ekoya boko mondo basa koli mingi alokuta bakoya koteya sena kombo na Yesu.